Dans le sud-ouest de la France, à 3 km de la dune du Pilat, cet avion décolle pour la 10e fois aujourd'hui. À son bord, 4 touristes et leurs moniteurs s'apprêtent à vivre une expérience sensationnelle. Ils vont sauter en parachute au-dessus de la plus haute dune d'Europe. À 4000 mètres d'altitude, ce site grandiose offre un visage époustouflant. Pour profiter de cette vue exceptionnelle sur la dune, il faut payer 260 €. Et starter vertical, 4 voiles posées. Stéphanie est la gérante de la seule société qui propose des sauts en parachute au-dessus de la dune. Son affaire marche bien. L'an dernier, elle a facturé plus de 4000 baptêmes. Stéphanie réalise aujourd'hui plus de 900 000 € de chiffre d'affaires. En 5 ans, ses ventes ont été multipliées par 3. En max, on va faire 18 avions dans une journée. On est sur un week-end qui va être assez intense. 18 vols, avec 4 passagers dans chaque avion, c'est jusqu'à 20 000 € qui entrent dans les caisses de l'entreprise en une seule journée. Salut! Mais là où Stéphanie fait le plus de marge, c'est sur les options souvenirs qu'elle vend en plus du saut. On va sauter, on va atterrir sur la plage. Voilà. Ah bon, t'es comme ça toi? Écoute, on va sauter. Je vais aller dans l'avion, je vais prendre la décision là-haut. Le saut plage, avec le pack vidéo VIP, coûtera 500 € à Damien. À ce prix-là, il attend un traitement royal. Le saut VIP, parce qu'il atterrit sur la plage. Je vais boire le champagne pendant la chute, tout. Ah ouais? Alors pourquoi je la connaissais pas, cette option? Des gourdes, des trucs comme ça, où tu vois. Mais ouais, non, mais on vend du rêve. Allez, on a 2 minutes. Stéphanie réalise près de 60% de son chiffre d'affaires pendant les 4 mois les plus chauds. Tu vas voir la dune du Pilat, c'est pas tout à fait le même visuel vu d'en haut. Ouais. Pour faire sauter plus de clients à chaque vol, l'an dernier, Stéphanie a investi dans un appareil plus grand, C'est la classe B. dans lequel elle entasse 4 clients et leurs moniteurs en plus du pilote. Coût d'achat de l'appareil, 850 000 €. Entre le personnel, le carburant, l'assurance et les révisions techniques, chaque année, c'est près de 500 000 € qui s'envolent. Heureusement, pour rentrer dans ses frais, elle peut compter sur des passagers qui prennent l'option VIP comme Damien. Waouh! Ouais, on est bien. Le pack à 500 € inclut un caméraman acrobate qui va immortaliser ce grand saut au-dessus de la dune. À ce prix-là, Damien a droit à la visite guidée, vue du ciel. Regarde là, c'est pas beau, là t'as le Cap Ferret, la dune du Pilat qui est là-bas. C'est la dune du Pilat, ça là-bas. Ici, ouais, c'est surprenant, hein, mais c'est la dune du Pilat. Tu rigoles, c'est La pas marque testable, c'est Dune du Pilat, cette société est loin d'être la seule à en profiter pour faire du business. À 60 km de Bordeaux, sur le bassin d'Arcachon, se dresse la plus grande montagne de sable d'Europe, la dune du Pilat. Sculpté par le vent, ce trésor naturel de 107 mètres de hauteur est devenu une marque star du patrimoine français qui attire près de 2 millions de visiteurs chaque année. Il faudrait la même chose que pour nous, ça serait sympa. Cette manne touristique rapporte 170 millions d'euros par an. Elle fait les affaires des petits commerçants de la dune. 5 t-shirts, un mug, 100 € tout rond. Comme des agents immobiliers. En première ligne, le prix des villas s'envole. Ah mais la rénovation, ça monte vite, hein. Entre 5 et 3 millions. Celle-ci cherche preneur à 11,5 millions d'euros. C'est la maison la plus chère de la côte atlantique et elle se trouve à peine à 2 km de la dune. Mais en haute saison, l'afflux touristique menace ce site classé. On se croirait à Paris pratiquement. On est en vacances, cool. Parking sauvage, déchets, érosion. Pour éviter l'anarchie, l'État joue les gendarmes. Elle voulait mettre une amende. Je prévenais simplement que les sports de glisse étaient interdits sur la dune. C'est pas Disneyland, c'est pas un parc d'attractions, on est sur un site naturel, il y a des règles.
Les autorités dépensent 2 millions d'euros par an pour gérer et aménager le site. Ils exproprient aussi les propriétaires trop proches de la dune. On nous propose 250 000 euros, on ne peut même pas acheter un T1 dans le coin. On ne veut pas partir, c'est simple. Un coup de balai qui menace également les business alentours. Au moment du classement, on subventionne les campings et en 2019, on veut les faire disparaître. Comment ce trésor naturel a-t-il pu devenir la destination phare de la côte atlantique? Quels sont les commerces qui profitent de la notoriété de la marque Dunes du Pilat et les activités menacées par la reprise en main de l'État? Enquête sur ce sable qui vaut désormais de l'or. Les premiers à profiter de l'essor touristique autour de la dune, ce sont les campings. Au pied du site, ils sont 5 à se partager les faveurs des touristes. Devant le camping de la dune, rebaptisé les Flots Bleus en souvenir d'un film célèbre, Voilà, on n'attend pas Patrick. il y a foule ce matin. Ici, tout le monde s'arrête pour se prendre en photo. C'est l'avantage de ce camping sur ses concurrents. Bah alors, on n'attend pas Patrick? Il y a 13 ans, il a servi de décor au tournage du film Camping. Depuis, c'est devenu un passage obligé. À chaque fois qu'on a du monde à la maison, on fait la dune du Pilat et on s'arrête à chaque fois ici avec tous ceux qu'on connaît en fait. Enchanté, Franck. Franck Couder est le directeur du camping. Mais ça vous arrive souvent? Tous les jours, des centaines et des centaines. Ah oui. On a calculé, si on faisait payer la photo à chaque fois, on n'aurait pas besoin d'ouvrir le camping. Mais bon, pas le but. Et après, pourquoi pas passer par la réception, récupérer les tarifs, les plaquettes et puis en avant. Et pourquoi pas aussi passer à la boutique du camping située juste à côté. Les touristes repartent rarement les mains vides. Au départ, on est venu chercher de l'eau. Et puis on repart en fait avec un t-shirt, voire peut-être 2 t-shirts. Voilà. À la boutique, c'est clairement le film qui fait recette. Mais à la réception, ce sont les emplacements avec vue sur la dune qui s'arrachent. Aujourd'hui, il y a du monde, c'est chargé. C'est bien chargé. Les locations sont pleines, emplacement camping-car, je pense que c'est un des derniers, là, voilà. Ouais, ça fait un peu 15 août, là. Comme 35% des visiteurs de la dune du Pilat, William et Karine ont choisi l'option camping. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez réservé? Oui. Ok. Sur un emplacement, camping-car, avec électricité. Pour 6 personnes, ça fait 132,12 € pour les 3 nuits. Soit 7 € par personne et par nuit. Un tarif imbattable pour dormir au pied de la dune. Profitez bien. Merci à vous. Et pour ce prix-là, ils ont en plus un sacré avantage. Une vue directe sur le site emblématique de la région. Après 5 heures de route depuis Cholet, près de Nantes, la famille découvre son emplacement. Simon, tu en veux? Ouais. Elle est juste à côté, on la voit. On ne pouvait pas espérer être aussi près de la dune. C'est une très belle vue. Et comme dirait Simon en arrivant, c'est la plus belle chose de ma vie que j'ai vue. Vacances? En vacances. Mais qui dit vacances au camping, dit forcément piscine. Et là, les campeurs risquent d'être surpris. Bon alors, et comment cette piscine là? Le camping de la dune est le moins cher des 5 campings alentours. Mais ici, pas de toboggan, ni de jeux d'eau, juste une trentaine de transats. Ah oui, c'est... Oh. Et 2 bassins pour rafraîchir jusqu'à 850 vacanciers en haute saison. Il n'y a pas grand-chose, mais est-ce qu'on a besoin de plus? Je suis pas sûre. Il y a du soleil, il y a la dune juste devant. Là, je pense que les enfants s'amusent, ils sont heureux, donc ça vaut tous les toboggans. Il n'y a aucun souci. Car le véritable atout de ce camping, c'est son accès privé et gratuit à la dune. Un escalier peu fréquenté, loin du tumulte de la zone touristique. Mais Karine veut découvrir la dune telle que tout le monde la connaît. Allez, en voiture. Car les 2 millions de touristes qui viennent au Pilat chaque année passent tous par ici. Un chemin bordé de commerces, l'entrée officielle du site. Problème,
les campeurs se retrouvent coincés dans les bouchons. On ne sait pas qu'il allait y avoir autant de monde là. Parce que là, tous les gens, ils vont à la dune en fait. Il est 11 h du matin et c'est visiblement l'heure de pointe. Les gens klaxonnent, ils sont énervés, on se croirait à Paris pratiquement. L'été, la dune attire jusqu'à 16 000 visiteurs par jour. Il y a un petit peu de monde ici. L'entrée du site est gratuite et pour faciliter l'ascension des touristes, un escalier est installé chaque printemps. Coût de l'opération 30 000 € par an, financé par les collectivités locales. Et donc là-bas, t'as vu, Juline, là-bas, c'est les escaliers, mais il y a tellement de monde que les gens, ils seront à la queue leu, ils n'avancent même pas. Donc nous, on va passer par là, d'accord? Ouais. Karine et sa fille préfèrent éviter la foule et grimper les 107 mètres de dénivelé par le sable. Allez, ouais, courage, chérie. Allez. Après plusieurs minutes d'effort, c'est la récompense. Bon, vous avez vu cette vue là? C'est juste magnifique, hein? Ah, regardez. Cette vue imprenable sur le bassin d'Arcachon génère 4 millions de nuitées par an dans les campings et hôtels à proximité. Sur les 2 mois d'été, 600 000 visiteurs viennent ici admirer un panorama unique en Europe. On dit toujours qu'il faut aller dans les pays étrangers, mais déjà, je pense qu'en France, il y a beaucoup de choses à faire. Donc on a la chance d'avoir un beau pays. Il faudrait la même chose que pour nous, ça serait sympa. Je pense que si tu viens vers minuit, il y a beaucoup moins de monde. Hein. Mais c'est loin d'être gagné. Au premier trimestre 2019, la fréquentation du site a encore bondi de 60%. Et certains visiteurs cherchent désormais à s'installer dans la région. Depuis plusieurs années, le bassin d'Arcachon connaît un véritable boom immobilier. En 5 ans, les prix ont augmenté de près de 30%. Pour atteindre 7 500 € le mètre carré en moyenne au Pilat-sur-Mer. Le long du littoral, les agences immobilières poussent comme des champignons. 12 au total, dans un rayon de 3 km. La plus proche de la dune, Pilat Immobilier. Dirigé par Patrice Guigaud. Magnifique. Depuis 25 ans, il vend des maisons autour de la dune. Là, c'est une villa qui a été construite dans les années 50 et c'est une villa qui est de plein pied et qui a une très très belle vue, une ouverture sur le banc d'Arguin et sur le bassin. Voilà. Cette villa de 200 mètres carrés vient de trouver preneur pour 1,6 million d'euros. Ce qu'on achète aussi, c'est pas spécialement une maison, c'est surtout l'emplacement. C'est ce que vous voyez là. Là, on est à 300 mètres de la dune. L'agent immobilier a touché 40 000 € de commission, soit 2,5% du montant de la transaction. Mais Patrice voit plus loin. Pour développer son business, il propose un service supplémentaire. Elle va être entièrement rénovée, il y aura des gros travaux pour la rendre moderne. C'est son deuxième métier, conseiller ses clients après la vente dans la phase d'aménagement. L'agent immobilier a fait réaliser cette présentation 3D qu'il facture en plus de sa commission de vendeur. Pour cette mission d'expert, il a touché 30 000 €. Au final, pour les acheteurs, l'addition est salée. Ah mais la rénovation, ça monte vite, hein, entre 2,5 et 3 millions. Une fois le chantier terminé, Patrice a encore une prestation à vendre à ses clients. Il enfile alors sa veste de gestionnaire immobilier. Nous le retrouvons à son bureau, au milieu de toutes les clés des villas dont il gère la location. Plus d'une quarantaine au total. Les clients qui font construire une villa comme ça, quand ils ne sont pas là, ils me la donnent en location. Ils achètent, ils investissent, c'est un produit financier pour eux. Ils veulent le rentabiliser au maximum. Et vous êtes là pour ça? Et je suis là pour apporter tout le service du début à la fin. Vente, aménagement et location, un business circulaire lucratif pour Patrice. Il empoche plus de 100 000 € de bénéfices par an. Et contrairement à ses concurrents, lui ne craint pas le leader mondial de la location de vacances. Mieux, il en a fait un allié. En cette fin de journée, l'agent immobilier a rendez-vous avec 2 touristes suisses. Venez, venez, venez. Elles ont loué 7 maisons via le site Airbnb. La villa s'appelle Mon Joujou. Pourtant, c'est bien le patron de Pilat Immobilier qui leur fait la visite. Venez voir. Vous avez une chambre ici avec un lit de 160. Celle-là, elle communique avec la salle de bain des 2 côtés.
Patrice gère les réservations d'une vingtaine d'annonces Airbnb et reverse 3% du montant des locations au site américain. Regardez ce salle d'eau, c'est joli, hein? Oui, c'est très joli. L'évier aussi avec la robinetterie. Elle a un charme fou, cette maison. L'été, Patrice la loue 3 000 € la semaine. Lui prend 500 € de commission pour l'accueil, alors il est aux petits soins avec ses touristes. Venez voir. Je vais vous montrer davantage quand on est sur la plage. Il y a 5 km de plage quand même, c'est joli, hein? Et après, vous avez la dune du Pilat. Comme la majorité des agents immobiliers de la région, cet enfant du pays doit la bonne santé de son business à une famille. Son nom est indissociable de cette station balnéaire. C'est simple, il est partout. Jusqu'au nom des rues. Le Pilat, c'est les villas Gaume. Ça, c'est une gomme des années 20. Ça aussi, c'est une villa Gaume. Ça, c'est du Gaume, c'est du 100% Gaume. Mais elles ont l'architecture un peu basque. En 3 générations, la famille Gaume a fait sortir de terre plus de 4000 villas sur le bassin d'Arcachon et 6 hôtels autour de la dune, dont cet établissement 5 étoiles. Ça permettait de faire venir les amis des amis qui séjournaient ici et qui leur vendaient un terrain pour construire. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Louis Gaume débarque à Arcachon en 1911. Artisan zingueur originaire d'Auvergne, il s'associe à Daniel Meller, grand propriétaire foncier de la région. À l'époque, le Pilat est un pays de forêt où l'on vit de la résine. Le pari des 2 hommes, transformer cette zone en un lieu de villégiature pour gens fortunés, sur le modèle de Biarritz. Face à l'océan, ils imaginent une station balnéaire à l'orthographe exotique, Pilat-sur-Mer est né. Au fil des générations, les Gaume deviennent les seigneurs du Pilat. Aujourd'hui, ils possèdent encore de nombreux terrains qu'ils revendent au prix fort. Voilà, donc là, c'est notre nouvelle maison. On va voir ici une piscine. Henri Jacques a obtenu le Graal, un permis de construire et à côté du siège de l'entreprise Gaume. Donc là, on commence juste les travaux intérieurs. Une propriété sans vue mer, mais pourtant loin d'être donnée. Oh, il y a 10 ans, ça aurait coûté 600 800 000 € à peu près pour l'ensemble. Et aujourd'hui ? Eh ben, 2,5 fois plus. Soit près de 2 millions d'euros. Mais au Pilat-sur-Mer, pas de quoi faire fuir les acheteurs. Terrain comme ici, il y avait bien 5-6 personnes qui étaient sur une liste d'attente pour pouvoir en profiter, voilà, l'acquérir. Et c'est finalement ce Parisien, installé sur le bassin depuis 10 ans, qui a su convaincre la famille Gaume. Ouais, c'est pas la Corse, mais c'est vrai que c'est long. Il faut qu'il y ait une forme de confiance qui s'établisse entre les vendeurs, qui sélectionnent pratiquement les acquéreurs. Ils choisissent leurs voisins. Ils choisissent leurs voisins, tout simplement. Nos demandes d'interview aux héritiers de Louis Gaume sont restées sans réponse. Mais nous avons réussi à identifier 11 personnes et sociétés de la galaxie Gaume qui possèdent encore des terrains dans la région. Pour connaître l'étendue de leur patrimoine autour de la dune, nous avons sollicité une société spécialisée. Carole Lucas a exploré pour nous les archives des services fonciers. Elle est remontée au début de la saga Gaume, dans les années 50. Ce qu'on a analysé, donc, ce sont tous les documents qui ont été commandés sur les membres de la famille Gaume, ainsi que sur des sociétés. Alors les points verts donc, que l'on voit représentent 600 parcelles sur la zone Arcachon, la Thèse de Bûche, donc le Pilat qui en fait partie. 600 parcelles dans les années 50, dont une bonne partie a été revendue en réalisant parfois de très belles plus-values. Là, ce que vous voyez, du coup, en bleu, c'est une opération immobilière qui a donc été assez rentable, puisque en 70, là, on a une parcelle achetée 60 000 €, et tous ces lots ont été revendus jusqu'en mars 2014 pour un montant de 6,5 millions. On passe de 60 000 € à 6,5 millions. Soit 100 fois le prix d'achat initial. Et les héritiers Gaume ont encore de quoi voir venir.
Sur la carte, notamment, les sapins que l'on peut voir en fait, mettent en évidence 2 grosses parcelles qui sont certainement intéressantes puisqu'elles se situent dans la toute proximité de la dune du Pilat. Ces parcelles à L2 font environ 50 hectares. Au total, cette famille possède encore, malgré tout, 70 belles parcelles avec du potentiel, de la surface et des endroits quand même assez stratégiques, sur le Pilat notamment. Dans ce Monopoly géant, si les Gaumes restent les seigneurs du Pilat, grâce aux touristes, de petits indépendants arrivent à tirer leur épingle du jeu. Les commerçants les mieux placés sont ceux implantés sur le site officiel de la dune. Impossible de les éviter. 4 restaurants et 6 boutiques le long du seul chemin qui mène au sommet. La plus grande est celle de Françoise, 68 ans. Si on coince celui-là comme ça, on gagne une place. Elle tient cette boutique de souvenirs depuis 22 ans. Vous savez bien que le client, il faut qu'il voit en permanence. Vous lui mettez l'eau à la bouche, quoi. Oui, et la main au porte-monnaie. Françoise connaît son business par cœur et les astuces pour vendre le maximum de produits parmi ses 2000 références. Des traditionnelles cartes postales à des tableaux 3D plus inattendus. Les petites filles ne résistent pas à la licorne, d'où la position basse du présentoir. Elle est craquante, hein? Rien à voir avec la dune, mais Françoise pense d'abord et avant tout à plaire à ses clients. En tant que commerçant, je dois savoir qui vient et pourquoi. Et ça détermine mes achats, d'accord? Son emplacement lui coûte 40 000 € de loyer par an. Alors, dans sa boutique, les produits tournent pour maximiser les bénéfices. La vaisselle n'a plus vraiment la cote. La gérante l'a donc reléguée au fond du magasin. Ça se cassait, c'était cher, c'était lourd. Donc, c'est le Magnette qui a pris la prépondérance là-dessus. Les magnettes de la dune sont un des best-sellers de Françoise. Elle en vend 15 000 par an. Alors, elle les a installés sous le nez des touristes. On prend un petit combi? Je vais lui ramener ça. Il est joli. Hein? Comme ça finira sur le frigo. Tout sur le frigo. Mais à 3 € pièce, pas de quoi remplir les caisses du magasin. Merci. Merci à vous. L'été, Françoise réalise 80% de son chiffre d'affaires. Alors, pour ne pas manquer une vente, 9,50. Merci beaucoup. Elle a recruté 5 salariés et elle mise sur son produit star, les t-shirts. Tous nos t-shirts sont fabriqués en France, tous nos t-shirts, dans des cotons biologiques. Et là, c'est la dune qui fait vendre. Peut-être avec le coup de pouce d'un célèbre auteur de BD belge. Certains, comme on a marché sur la dune ou Objectif Dune, je vous laisse deviner. C'est pas du plagiat, mais. Vous payez des droits d'auteur à Hergé? Même pas. Mais parce que là, je vois pas. C'est vous qui dites que c'est Hergé. Moi, je me rappelle pas qu'il y ait une dune du Pilat chez Hergé, et encore moins un van. Françoise n'oublie personne. Elle rhabille toute la famille. Madame, monsieur, enfant, adolescent et toute la gamme bébé également. Le textile représente 60% du chiffre d'affaires de sa boutique. 5 t-shirts, un mug. C'est ça. On est bien, hein? Oui. 100 € tout rond. Alors. C'était le budget initial? On ne fixe pas de budget, nous, en fait. Pourquoi? Parce que c'est les vacances, donc pas de budget, c'est à la guise de qui veut quoi. Faut faire marcher les commerces. De quoi ravir Françoise. Elle a vendu 6 000 t-shirts l'an dernier. Là, c'est parfait. C'est un de ses produits les plus rentables. Ces t-shirts, Françoise les achète 8 € pièce. Elle les revend 16,90 € le modèle enfant et 19,90 € le modèle adulte. Il lui rapporte plus de 110 000 € de chiffre d'affaires par an pour un bénéfice net de 40 000 €. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, cette saison, pour attirer encore plus de clients, Françoise a fait un drôle de pari pour un magasin de bord de mer, des sweats à capuche qu'elle vend 35 € pièce. Il fait très chaud en ce moment, depuis quelques jours, et nous vendons du sweat tous les jours. Donc on sait que ça n'est pas un besoin, c'est une mode. Et la mode, vous l'achetez.
Et pour s'assurer que les clients l'achètent chez elle, la gérante a négocié une exclusivité auprès de son fournisseur. Ils ne me les vendent qu'à moi. Parce que sinon, c'est la guerre des prix. Et c'est à celui qui descendra pour vendre le mieux. Et c'est idiot, quoi. On peut pas travailler. Non, du tout. Jamais. Cette politique-là ne l'est pas. Jamais. Françoise réalise 300 000 € de chiffre d'affaires par an. Mais elle n'est pas la seule au pied de la dune du Pilat. Le long de l'allée centrale, 10 commerces se partagent le portefeuille des 2 millions de visiteurs annuels qui dépensent en moyenne 47 € lors de leur visite. Dans une boutique voisine, cette grand-mère a voulu faire plaisir à son petit-fils. Fais un bisou. Merci, mamie. Elle lui a offert un kit de plage complet. Allez, on y va, la dune. Allez, très bien. On est parti. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Les commerçants le savent bien. En vacances, les touristes dépensent plus facilement. Allez, loulou, monte. Pour Gabrielle, 2 ans, mamie a cassé sa tirelire. Alors, il y a le seau, une pelle à râteau, un petit arrosoir. Et ça vous a coûté combien 15 €. Vous trouvez ça comment? Très cher. Mais alors pourquoi vous l'avez pris? Parce que c'est mon petit. Avec un seau comme ça, une pelle comme ça, on peut faire que Versailles. Direction le sommet de la dune pour les grands travaux. Waouh, c'est bon, mon loulou. L'été, la dune du Pilat a des airs de bac à sable géant. Tiens, mon loulou, tiens, ratisse la dune. Aux 4 coins de la dune, c'est même la foire aux selfies. Les touristes n'ont qu'une idée en tête, se photographier devant le monstre de sable. J'ai réussi à faire une photo sans personne, c'est un miracle. Pour éviter que le raz-de-marée touristique n'abîme ce joyau de la nature, le site a été classé en 1994. Et chaque année, les pouvoirs publics déboursent plus de 2 millions d'euros pour sa préservation et sa gestion. Travaux d'aménagement, propreté, sécurité et accueil des visiteurs. On va se mettre par là. Ça peut être pas mal. Claire est salariée du syndicat mixte de la dune du Pilat, l'organisme qui gère le site. Elle organise des visites guidées gratuites pour sensibiliser les touristes à la préservation de ce patrimoine naturel. Il y a des vols d'oiseaux au-dessus du banc de sable, du banc d'Arguin. Si vous regardez avec les jumelles, vous devez les voir voler au-dessus des zones vertes. C'est pas Disneyland, c'est pas un parc d'attractions, on est sur un site naturel qui est très très beau, certes, mais où il y a des règles. Il faut aussi respecter ces règles-là pour pouvoir revenir avec ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Et les règles, Claire doit régulièrement les rappeler aux touristes de passage. Elle voulait mettre une amende. C'est pas vrai. Non, je voulais pas mettre d'amende, je prévenais simplement que les sports de glisse étaient interdits sur la dune. Il y a des gardes qui sont sur le site régulièrement, justement pour contrôler à ce que les règles soient respectées. Du coup, est-ce que tu veux voir le phare du Cap Ferré après? Claire gagne 2 000 € bruts par mois. Pour surveiller le site, le syndicat mixte emploie aussi 2 gardes du littoral, Michael et Geoffrey. Il y a les visiteurs de la journée et les hommes de la nuit. Ils sont eux aussi salariés permanents. Depuis 2 ans, ils interviennent au coucher du soleil pour éviter les comportements dangereux. Vu le vent, on a toutes les fumées d'un barbecue. Donc, petit barbecue, je pense. Messieurs, bonsoir. On vient vous voir pour le petit brasier en espace naturel. Tout feu est à 100% interdit. Vous êtes susceptible d'être verbalisé à hauteur de 135 €. Parce que voilà, ça peut vite se propager la moindre braise. Pas de PV pour cette fois. La police de la dune mise sur le dialogue avec des touristes qu'il ne faut pas faire fuir. L'effet soirée et paysage magnifique apporte vite son lot de surprises avec voilà, l'alcool qui peut couler à flot, mais feu plus alcool, c'est un mélange qui ne va pas très bien ensemble en espace naturel. L'an dernier, ces gardes ont fait plus de 250 rappels à la réglementation pour seulement 11 verbalisations. On a la chance quand même là, on n'a pas de bout de verre, mais régulièrement on retrouve des gens qui nous mettent des bières dedans ou autre. Mais le vrai problème sur la dune l'été, ce sont les déchets. Au mois d'août, quand le site accueille 425 000 visiteurs, les services de nettoyage passent 3 fois par jour. Ramassage poubelle, la tournée du matin. Pour l'entretien de la dune, le syndicat mixte emploie 5 agents à temps plein. Coût annuel, 158 000 €.
L'an dernier, plus de 1000 tonnes de déchets ont été collectées. Sur ce site classé, aucune machine n'est autorisée, donc tout le ramassage se fait à la main. Des canettes, bouteilles en verre, chaussettes, chaussures, papier. Au total, le syndicat mixte dépense près de 800 000 € par an pour l'emploi de 32 salariés. Si ce que laissent les touristes derrière eux coûte cher à l'État, un petit malin, lui, en a fait un business. Chaque dimanche à l'aube, quand le site est désert, Joël attaque la dune. Il se remplit les poches grâce aux touristes. Mais pas toujours comme il le souhaiterait. Qu'est-ce que vous espérez trouver là? Là, moi je pense à une capsule. Voilà, non, une épingle à cheveux. Ça, c'est la maladie de la dune du Pilat. On appelle ça du cochonium. Cet agent de sécurité arpente la dune en catimini depuis 2 ans. Alors, il a identifié les zones les plus rentables. C'est ce versant-là. Parce que les gens roulent dans le sable, s'amusent, et bien sûr, ils perdent plein d'objets. Mais c'est pas perdu pour tout le monde. Maintenant, c'est un fait. Joël a déjà trouvé plus de 800 € sur, ou plutôt sous la dune du Pilat. 1 €. On ne peut pas se tromper à la dune. De quoi rentabiliser son détecteur de métaux et se constituer un petit trésor de guerre. Et vous avez de l'argent, bon, ben voilà, une chaînette en argent. Ça, c'est en or, hein. Garantie pure or. Tout ce qui est là-dedans, c'est les trésors de la dune. Mais qu'est-ce que vous espérez trouver? Qu'est-ce qui serait vraiment le jackpot pour vous? Bah, une Rolex. Sur la dune du Pilat, une Rolex, ce serait terrible. Moi, c'est mon rêve, j'adore les montres. Mais cette montagne de sable n'engloutit pas que les trésors perdus des touristes. Sous l'effet des vents, la dune avance de 3 à 5 mètres par an en direction des zones habitées. Elle menace aujourd'hui les business à proximité immédiate. Au Flot Bleu, le camping de Patrick Chirac, la dune a fait une nouvelle victime. Donc là, on avait un bâtiment qui faisait 120, 130 mètres carrés. C'était des sanitaires. Aujourd'hui, voilà, il y a du sable. Il y a 10 jours encore, le camping avait 4 blocs sanitaires comme celui-ci. Avec cabine de douche, lavabo et WC, il n'en reste désormais que 3. C'est un coup dur pour Franck Couder. Moins de confort pour ses clients et une perte sèche au niveau financier. Il a dû payer de sa poche la destruction du bâtiment. Les assurances ne prennent pas en charge les dégâts causés par la dune. Ça nous a coûté à peu près 15 000 €. Il y a un ancien propriétaire qui disait que la dune nous donne à manger et nous mange en même temps. Voilà, ben là on peut s'en apercevoir, hein, c'est flagrant. Franck constate, impuissant, que le monstre de sable détruit peu à peu son gagne-pain. Là on a perdu une route, on a perdu des emplacements. Et à l'époque, il y avait une piscine qui était à 100 mètres à peu près sous la dune. Après chaque nouvelle perte pour son camping, Franck met le plan du site à jour. En fait, je le laisse exprès. Et à chaque fois, je trace un trait. Et là, donc 2019, donc le sanitaire 2, voilà, terminé, il n'existe plus. D'ici 20 ans, le camping pourrait être entièrement recouvert par le sable. Depuis 2010, les Flots Bleus ont déjà perdu 50 emplacements, soit environ 100 000 € de chiffre d'affaires. Alors, pour ne pas voir ses bénéfices ensevelis, Franck a dû trouver des astuces. L'été, son camping affiche complet. C'est donc sur le hors-saison que le directeur mise pour redresser la barre. Voilà, là par exemple, je cherchais, j'ai une demande de devis pour 400 étudiants qui viendraient sur 2 jours. Donc ça représente un budget de 10-12 000 € pour le week-end. Sa nouvelle arme pour booster son activité, la privatisation totale ou partielle du camping. Ouais, c'est un chiffre d'affaires assuré, puis c'est un chiffre d'affaires complémentaire. Donc j'ai des clubs sportifs. Là par exemple, j'ai une demande pour 80 personnes. Des jeunes rugbymen de 7 à 14 ans, ils ont un tournoi sur Bordeaux. Grâce à ces groupes, Franck génère 15% de recettes supplémentaires. Une petite revanche sur la dune. Il espère atteindre les 800 000 € de chiffre d'affaires cette saison. Au printemps dernier,
c'est une clientèle assez inattendue qui a fait les affaires du camping. Des cairns terriers et leurs maîtres sont venus de toute la France et même de l'étranger pour une rencontre entre fans de chiens au pied de la dune. Il y a des cairns partout, il y a des petits chiens partout. Mais nous, on c'est faisait sympa, de rien. c'est agréable. Oh, c'est génial. C'est absolument, c'est exceptionnel. Une belle rencontre. Le groupe a réservé la moitié des mobil-homes de Franck. On est en soixantaine en tout, je pense, à peu près. Entre 50 et 60. Là, pour eux, c'est bingo. Hein. D'autant que le camping facture un supplément de 2 € par chien et par nuit. Au total, pour ce week-end, ses clients rapportent près de 8 000 € à Franck, rien qu'en hébergement. Et c'est sans compter la privatisation du restaurant du camping, dirigé par Julia Wittmann, 31 ans. Pour la jeune patronne, ce groupe, c'est au moins 2 000 € de chiffre d'affaires en une soirée, alors pas question de se rater. Ce soir, on va rajouter même 1 ou 2 tables là dans la salle parce qu'ils ne sont plus 60 mais 70. Donc il faut qu'on soit à la hauteur de la prestation vendue. Julia paye 10 000 € par mois de loyer au patron du camping. Alors en cuisine, pour verrouiller sa marge, elle s'assure que ses salariés n'en mettent pas trop dans les assiettes. Tu fais combien de grammes par portion? À peu près 200 grammes. On essaye de faire une bonne portion pour que le client soit satisfait et en même temps qu'on puisse s'y retrouver au niveau marge. Julia facture le repas 30 € par personne. À ce tarif-là, ses clients auront droit à un repas complet. Entrée, plat, dessert, café et même un verre de vin. Au départ, ils ont le droit à un verre dans leur menu, un verre qui est inclus, et s'ils veulent d'autres verres, d'autres pichets, c'est rajouté et ils nous règlent. C'est avec ces ventes additionnelles de vin que la patronne espère faire son beurre. Le cubi de 5 litres pour notre domaine est à 9 €. Et nous, on vend le pichet d'1 litre à 11 €. Julia revend donc le vin 5 fois plus cher qu'elle ne l'achète. Grâce à ses soirées privées, la jeune femme espère gonfler sa marge. Ah, allez-y, je vous en prie. Ce soir, c'est en meute que ses clients arrivent. L'an dernier, son restaurant n'a pas réalisé de bénéfices. Julia a dû réduire ses effectifs. Messieurs, dames, les confits de canard. Alors la patronne met la main à la pâte. Alors, qui a pris du confit? On essaye de nourrir nos clients comme s'ils allaient en ville, au restaurant en ville, et de ne pas proposer que du snack, que de la pizza. Non, au contraire, on essaye de valoriser le restaurant du camping et de se démarquer grâce à notre cuisine. Faites maison. Et le pari de Julia semble fonctionner auprès de ses clients. On en a fait d'autres de camping et où c'est pizza frites et voilà quoi. Donc là, non, c'est bon, c'est équilibré. Non, c'est sympa, vraiment. Pour ce repas fait maison facturé 30 € par tête, Julia, elle, n'a dépensé que 8 €. Et en cuisine, aucun reste, c'est l'avantage des réservations de groupe. Permettre un calcul au plus près pour éviter les pertes. Vous réglez pour combien de repas? 2. Très bien, ça fait 60 € s'il vous plaît. Ce soir, il y a encore plus de monde que j'en ai eu hier. Donc on est super contents. Au final, la soirée rapportera 3 500 € à Julia. 6 fois plus que l'an passé à la même date. Comme celui-là, elle veut payer en naturel. Elle veut faire des bisous. Des bisous. La stratégie de Julia et Franck se montre payante. Depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires du camping a augmenté de 5 % par rapport à 2018. Mais ils ne sont pas pour autant tirés d'affaire. Car la dune n'est pas leur seul ennemi. Ils sont aussi dans le viseur de l'État. Le préfet demande à Franck de supprimer 45 mobil-homes. Le camping de la Dune est engagé dans un bras de fer pour sa survie. Ça va gréver le chiffre d'affaires du camping de 50 à 60 % si on enlève tous ces mobil-homes. Donc c'est pas viable. Il ne faut pas croire qu'un camping, c'est une entreprise du CAC 40 qui gagne des milliards. On avait 80 locatifs, on veut ces 80 locatifs parce qu'on a eu le droit de les mettre, on a été autorisé à les mettre. Et donc, je ne vois pas pourquoi on nous les enlèverait du jour au lendemain. D'autant plus incompréhensible pour Franck que l'État a financièrement soutenu le développement du camping. La commission permanente du Conseil général vient de décider de vous allouer une subvention de 11 301 francs
pour, et là, tenez-vous bien, la modernisation de votre camping. Au moment du classement, on subventionne les campings pour la modernisation et tout, et en 2019, on veut les faire disparaître. Pour l'État, les mobil-homes de Franck constituent aujourd'hui une pollution visuelle à proximité directe de la dune. Et il n'est pas le seul à être la cible des autorités. Aujourd'hui, l'État n'est propriétaire que de 60% de la dune, en rouge sur cette carte. Le reste appartient à des particuliers. Alors, pour reprendre la main sur le site, l'État veut exproprier tous les petits propriétaires. Au bord de la dune, une parcelle de 24 hectares. Du sable, de la forêt et une jolie maison. Elle appartient à Jean-Philippe, 52 ans. En 2010, il bénéficie d'une opportunité exceptionnelle, devenir propriétaire sur la dune, alors il n'hésite pas longtemps. La maison, ouais, quand je l'ai achetée, elle ressemblait à ça, mais elle était habitée uniquement les week-ends. C'est devenu notre nid avec nos enfants. Effectivement, depuis 5 ans, on y vit à plein temps. Pour y installer sa famille, Jean-Philippe a fait d'importants travaux de rénovation. On a tout désossé, on est parti sur la même plateforme et on a tout rebâti. On a refait tout l'intérieur, on a créé des chambres, une salle de bain, tout ce qu'il faut pour une maison moderne. Au total, entre l'achat du terrain et les travaux, il aurait investi plus de 500 000 € pour s'installer au pied de la dune. Problème, 4 ans seulement après son acquisition, il reçoit un courrier. Ça, c'était la première proposition qui nous avait été faite suite à l'estimation de France Domaine. Le Conservatoire du littoral veut l'exproprier. Jean-Philippe refuse. L'État lui propose un dédommagement, mais il tient tête et prend un avocat pour se défendre. Aujourd'hui, au bout de 5 ans de procédure et 10 000 € de dépenses, on est à 250 000 €. L'État lui propose la moitié de ce qu'il aurait investi. Les prix de l'immobilier sur le bassin d'Arcachon se sont envolés. Impossible pour Jean-Philippe et sa famille de se reloger dans un cadre aussi magnifique. On nous propose 250 000 €, on ne peut même pas acheter un T1 dans le coin. Encore une fois, on a 24 hectares, on est au paradis. On ne veut pas partir, c'est simple. Pourtant, l'État est bien décidé à récupérer les 300 hectares de forêt et de sable qui entourent la dune. 5 millions d'euros ont été provisionnés pour racheter les terrains. Pourquoi se lancer dans une opération aussi coûteuse? Nous avons posé la question à Nathalie Madrid, déléguée régionale pour le Conservatoire du littoral. Vous imaginez 150 propriétaires pour mettre en place tout un plan de gestion valorisant à la fois les espaces naturels et permettant d'améliorer l'accueil du public, c'est compliqué. Un seul propriétaire qui gère l'ensemble, c'est beaucoup plus efficace. Nathalie Madrid a la délicate mission de trouver un compromis avec les futurs expropriés comme Jean-Philippe. Sa propriété est celle-là, et donc elle est composée à la fois d'espaces de dunes blanches et puis d'espaces forestiers. En 1998, l'État crée une zone de préemption qui n'inclut pas la propriété de Jean-Philippe. Mais en 2016, la zone est agrandie, il doit partir. Et pas question pour l'État de payer au prix fort une propriété située en zone non constructible. En fait, on fait des propositions qui sont à la hauteur de la valeur des espaces naturels. Ces maisons étaient des cabanes qui ont été transformées. Mais à la base, ce sont des cabanes forestières. On dépense de l'argent public, c'est aussi notre rôle de veiller à ce qu'il soit bien dépensé et en bonne et due forme. Voilà. Si les autorités veulent reprendre la main sur la dune, c'est aussi parce qu'elles ont un autre objectif en tête. Décrocher un label de prestige, le nom de Grand Site de France. Qu'apporte ce label pour le site récompensé? Et quelles sont les retombées économiques? Pour le savoir, nous nous rendons à 700 km de la dune du Pilat, en Bourgogne. Là où se dresse la roche de Solutré. Une colline rendue célèbre par le président François Mitterrand, qui en faisait l'ascension chaque année. Solutré a obtenu le label Grand Site de France en 2013. C'est le département de Saône-et-Loire qui gère le lieu,
Elisabeth Roblot en est la vice-présidente chargée du tourisme. On a déjà des promeneurs au-dessus de la roche. Elle a suivi de près l'obtention de ce précieux sésame. Quand j'arrive au sommet de cette roche de Solutré, moi je me dis qu'on a réussi, on a su préserver notre site et pour autant on le rend attractif. Et ça c'est juste une très très belle récompense. Depuis que la roche de Solutré est classée Grand Site de France, le nombre de touristes a augmenté de 10%. On est presque au sommet. Jusqu'à atteindre les 220 000 visiteurs par an. C'est juste splendide, c'est préservé, on voit aucun déchet au sol et ça c'est juste magnifique. Plus de touristes, c'est plus de retombées économiques. Mais ce label attribué par le ministère de l'Écologie permet aussi d'obtenir plus de subventions publiques pour aménager le site. Comme la rénovation de ce café-boutique qui a coûté 60 000 €, financé en grande partie par le département et la région. Hop. Alors, et voilà madame. Ici, contrairement à la dune du Pilat, l'argent entre directement dans les caisses du site et pas dans les poches de petits commerçants. Et 6,60 madame, qui font 10. En vous remerciant. Hop. Maison du Grand Site de France, bonjour. Pour Erwan, agent touristique d'accueil, ce label est aussi un bel argument de vente. Le Pouilly Flissé, on va avoir là, spécial Grand Site de France. Si on avait une boutique d'air d'autoroute, les gens seraient déçus. On a cette labellisation et donc il faut qu'on garde cet esprit Grand Site de France. Chaque année, la boutique du site génère 200 000 € de chiffre d'affaires. C'est à peu près 35% du fonctionnement. Donc on a 200 000 € de recettes, je dirais, privées. Le reste étant une aide des institutions publiques. Les subventions publiques, c'est sur ce point que le label a le plus d'impact. Depuis l'appellation Grand Site de France, le département a multiplié par 9 ses aides à la roche de Solutré, contribuant par exemple à la restauration de plusieurs kilomètres de murs de pierre sèche. Bonjour Stéphane, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va? Vous pensez en avoir encore pour combien de temps sur cette partie-là? Il faudrait un petit bois ou deux encore. Le label permet à la fois de financer la sauvegarde du site et en même temps des aménagements pour attirer plus de touristes. Deux missions a priori incompatibles. C'est une démarche qui est assez, quelque part, ambiguë et contradictoire. L'intérêt principal, c'est de préserver le site, de préserver l'environnement pour attirer des touristes. Donc vous voyez, c'est un petit peu contradictoire et c'est assez difficile, je dirais, à gérer. Au final, depuis l'obtention du label, les aides publiques à la roche de Solutré ont augmenté d'un tiers environ pour atteindre les 650 000 €. À la dune du Pilat, en attendant la précieuse appellation et ses retombées, le syndicat mixte a trouvé une solution encore plus profitable pour financer son développement, le parking officiel de la dune. Nous retrouvons Karine et sa famille venus camper au pied de la dune. On descend plus vite qu'on monte. Même si on est un peu essoufflé, non? Carrément. Lassés par la foule, ils décident de retourner profiter de leur emplacement. Mais une mauvaise surprise les attend. Allez, on est parti. Avant de pouvoir quitter les lieux, il faut payer le parking et ils ne sont pas tout seuls. Et là, il y a du monde, là. Ça, c'est tout ce que j'apprécie bien, moi. C'est la petite cerise sur le gâteau à la fin. Le petit truc où tu viens en esprit nature, tu viens te balader en forêt, voir la dune, voir la mer. Et tu vas poireauter 3 quarts d'heure pour payer la sortie du parking. Les tarifs sont affichés à l'entrée, de 4 € pour une visite de moins de 2 heures à 10 € pour la journée. C'est 4 € pour avoir laissé la voiture sur un endroit naturel. Ça, c'est quand même le comble du capitalisme. Certains touristes semblent aussi surpris que William. 1 heure, 4 €. Ça fait un peu mal. C'est cher, hein? Le parking, c'est la vache à lait du syndicat mixte. Il permet au site de s'autofinancer. C'est simple, le parking génère 82% des recettes annuelles. Les loyers des commerces, 10% du budget. L'État ne finance que les 8% restants.
Depuis 2008, le parking de la Dune a déjà rapporté plus de 10 millions d'euros, quand son acquisition n'a coûté que 2 millions. C'est donc une belle affaire et ses recettes pourraient encore augmenter. Car l'été, le parking est souvent complet. Une perte sèche et une situation qui provoque l'explosion du stationnement sauvage. On est arrivé du côté du parking, mais il était complètement plein. Et la seule manière d'y arriver jusqu'à la dune du Pinat, finalement, c'était de faire quelques kilomètres en voiture et puis de se parquer, se garer ici. Ces touristes suisses ne sont pas un cas isolé. D'interminables files de voitures bordent les routes environnantes, mettant en danger automobilistes, vélos et piétons. 6,60, on est bien là. Ça fait 8 poteaux. Afin de sécuriser certaines portions de bitume, les autorités ont investi 8 000 € dans la pose de barrières. L'objectif du jour, c'est mettre une barrière anti-intrusion pour lutter contre le stationnement sauvage, le camping sauvage. Aussi pour que les pompiers puissent passer, parce que quand il y a énormément de voitures, l'accès est vraiment saturé. Donc on va fermer justement pour que les secours puissent arriver au cas où. Toutes ces voitures qui stationnent gratuitement, là c'est bon. C'est aussi un manque à gagner pour le gestionnaire du site. La création d'un deuxième parking est à l'étude. Une des pistes envisagées, empiéter sur la forêt pour passer de 950 à 1600 places, soit 70% d'augmentation de la capacité d'accueil et des revenus qui vont avec. Fantastique. Il y a de l'air, ça sent pas la pollution. Mais les associations écologistes ne l'entendent pas de cette oreille. Jacques Storelli est avocat et président de 27 associations de défense de l'environnement. Il a fait bloquer le projet du syndicat mixte. Sur le seul endroit où on peut poser un parking, pour permettre aux visiteurs de venir, et encore plus de visiteurs, c'est ici. Donc sacrifier une forêt de 25 hectares. Puisque c'est ça le projet, les associations s'y refusent. Peu importe le manque à gagner pour le syndicat mixte, Jacques veut protéger la dune. Depuis 50 ans, il la voit disparaître peu à peu. Il y a 50 ans, la dune était dans cet axe-là. Elle a fait un bond en arrière considérable. La dune a reculé de 200 mètres en 5 décennies. Pour Jacques et les associations qu'il défend, le tourisme de masse amplifie ce phénomène et menace donc la survie du site. C'est très difficile à quantifier. On sait que ça a un impact puisqu'il suffit de venir un jour d'affluence avec du vent, on voit le sable qui s'envole. Alors il s'envole sans touristes, mais il s'envole encore plus avec touristes. Donc ça accentue. Et c'est la question de savoir s'il ne faut pas limiter les visites à une seule partie de la dune. Ça limiterait le phénomène d'accélération du déplacement de la dune. En clair, les écologistes voudraient limiter le nombre de visiteurs sur la dune et l'étendue des activités touristiques. Ce qui pourrait avoir des répercussions sur une activité particulièrement en vogue sur la dune, le parapente. On recense jusqu'à 25 000 vols par an, dont 70% en haute saison. Hop, le couvre-chef, t'as une petite molette derrière la tête. Charlie Piccolo est un ancien champion de parapente. Il y a 10 ans, il a créé sa société pour proposer aux touristes des vols en tandem au-dessus de la dune. Les fesses au fond du siège. Et puis moi, je m'occupe de tout. Là, on est vraiment sur un spot atypique. Donc évidemment, moi, je prêche pour ma paroisse. Ça fait 20 ans que je suis là. Je suis venu m'installer parce que je suis tombé amoureux du bassin. Donc voilà, mais c'est clair, hein, là, en plus, c'est marée basse. On a des super belles couleurs. C'est un site vraiment exceptionnel. Prête, mademoiselle? Prête, ça y est. Regarde, hop, c'est déjà en l'air. Charlie n'est ni propriétaire ni locataire des lieux. Bienvenue à bord. Sa piste de décollage appartient au camping d'à côté qui lui prête gratuitement. Une astuce qui lui permet de minimiser ses dépenses. C'est bien le bureau, hein? Ouais, franchement, c'est génial. Ah ouais, c'est super. Avec une limite tout de même, les parapentes ne peuvent survoler que cette partie sud de la dune, à bonne distance de la zone touristique. Chaque vol en tandem est facturé selon la durée, entre 50 et 100 €. Je vais demander le règlement maintenant. C'était 160. Exact. Les recettes sont partagées entre 3 moniteurs.
Sur une belle journée comme aujourd'hui, ils font entre 25 et 30 vols. Là, la louche, pour 3, on est autour des 1500, 1800 €. Donc c'est une très bonne journée pour vous? Ouais, c'est une super journée, ouais. Mais ces journées bien remplies ne sont pas la norme. La météo est capricieuse sur la dune. Au mieux, Charlie vole 160 jours par an. Activité non garantie parce que voilà, complètement tributaire de la météo, mais bon, ça fait partie des règles et on arrive à honorer sur une bonne saison un vol sur 2, une mauvaise saison un vol sur 4, voire un vol sur 5. Donc forcément, quand ça vole, on est content. Malgré les aléas météo, le business reste rentable. 2 autres sociétés de parapente ont ouvert ces dernières années. Ah ouais, là on voit hein, le nombre de parapentes sortis déjà, c'est nettement plus important. Et là, plus ça va baisser le vent et plus il va y avoir du monde. Ici, on a compté jusqu'à 150, 180 vols. La dune est l'un des spots de parapente les plus prisés d'Europe. Les autorités envisagent une réglementation plus stricte du survol de ce site classé, mais Charlie reste optimiste. Les parapentes font vraiment partie du paysage. Ça fait longtemps hein, qu'il y a des parapentes sur la dune. Et on espère que ça durera encore longtemps.